Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la reconquête de l'Italie par les Byzantins. En 540, les hostilités reprennent sur le front oriental de l'Empire. Justinien est alors engagé dans la reconquête de l'Italie ostrogoth et dans la pacification de l'Afrique qu'il a repris aux Vandales. Quant à Coros Ier, il a le temps de consolider son emprise sur l'Empire perse et peut se consacrer à sa politique extérieure, empêchant Justinien de reconquérir l'ensemble de l'ancien empire romain d'Occident. Vous voulez en savoir plus sur la reconquête de l'Italie? Venez avec moi. La guerre des Goths est un conflit qui oppose les Byzantins et les Ostrogoths en Italie entre 535 et 554. Cette guerre intervient à la suite de la décision de Justinien Ier en 535 de reconquérir les provinces romaines occidentales perdues à la fin du siècle précédent lors de leur conquête par les Hérules d'Odoacre puis les Ostrogoths de Théodoric le Grand. La guerre des Goths prend la suite de la guerre des Vandales, qui permet la reconquête de l'Afrique du Nord par l'Empire romain d'Orient. En tant que centre historique de la puissance romaine, l'Italie constitue une cible de choix pour les ambitions impériales de Justinien. En 535, l'invasion est menée notamment par Bélisaire, le grand général de Justinien, qui envahit d'abord la Sicile avant de s'emparer de Rome, qu'il défend lors d'un siège difficile. Jusqu'en 540, il s'empare méthodiquement des positions ostrogoths, poussant le roi Vétigès à la reddition. Toutefois, son départ en 530 affaiblit fortement les positions byzantines, d'autant que des effectifs sont redéployés en Orient. Durant les dernières phases de la guerre gothique, le roi Teia appelle les Francs à l'aide contre l'armée byzantine dirigée par l'eunuque Narsès. Bien que le roi Thibaut eût refusé de lui venir en aide, il permit à certains de ses sujets alamans d'aller en Italie soutenir les Ostrogoths. Au début de l'année 553, les Alamans traversent les Alpes et arrivent aux alentours de Parme. Ils mettent en déroute une force dirigée par le chef Hérule Fulcaris, et bientôt plusieurs Goths du nord de l'Italie viennent grossir les rangs de l'armée franque. Pendant ce temps, Narsès disperse ses troupes dans des casernes un peu partout au centre de l'Italie, tandis que lui-même passe l'hiver à Rome. Au début de l'année 554, les Alamans envahissent le centre de l'Italie. Ils pillent tout en descendant progressivement vers le sud. Ils divisent leurs forces, Butilinus et une grande partie de l'armée font route vers la Campanie et le détroit de Messine. Pendant ce temps, le reste des troupes se dirige vers les Pouilles et Otrante. Néanmoins, cette armée décide assez vite de repartir dans le territoire franc avec le butin. Son avant-garde sera cependant défait par Artabanès Aphanum, laissant derrière elle la plupart du butin amassé. Le reste de la troupe réussit à atteindre le nord de l'Italie et traverse les Alpes en direction du territoire franc. La seconde armée alamane, au contraire plus ambitieuse, se résout à rester en Italie pour sans doute se tailler un royaume. Néanmoins, son armée subit une épidémie de dysenterie réduisant sa taille. Dès lors, l'équilibre numérique est rétabli avec Narsès. À l'été, Butilinus, chef des Alamans, érige un camp sur les rives de Vulturno, couvrant ses flancs exposés avec un rempart de terre. Un pont sur la rivière est fortifié par une tour en bois fortement gardée par les troupes franques. Lorsque Narsès se retrouve aux alentours du camp franc, il avance à la tête de 18 000 hommes, incluant de puissants contingents hérulants. Son armée est composée d'infanterie, de cavalerie lourde et d'archers à cheval, lui procurant un avantage sur les troupes ennemies composées uniquement d'infanterie. Pendant que les Byzantins approchent du camp, Narsès envoie un officier arménien avec une troupe de cavaliers pour couper l'approvisionnement des Francs. L'Arménien n'a pas seulement capturé plusieurs charrettes, mais a utilisé l'une d'elles pour mettre le feu à la tour construite pour garder le pont. Après la première escarmouche, les deux belligérants quittent leur camp et se mettent en formation de combat. À ce moment-là, un incident aurait pu faire échouer le plan de Narsès. Un capitaine Hérule tue un domestique
Et quand il est jugé par Narsès, il refuse d'admettre sa faute. Narsès décide de l'exécuter, provoquant le refus des troupes hérules de prendre part au combat. Néanmoins, Narsès met en position ses forces pour la bataille. Faisant face à une infanterie franque, solide et bien en position, il choisit d'adopter une disposition similaire à celle de la bataille de Tajinae, c'est-à-dire avec l'infanterie au centre, à l'arrière les archers et la cavalerie sur les côtés. Narsès prend lui-même le commandement du flanc droit, pendant qu'Artabanès et Valériane commandent le flanc gauche. Une partie des troupes situées sur le côté gauche se trouve cachée dans une forêt. Les Francs, rangés en une large position en forme de coin, avancent et attaquent le centre de l'armée byzantine. Ils ont rapidement franchi le fossé, mais Narsès commande le flanc droit, composé de cavaliers et de plusieurs archers à cheval, qui se sont brusquement retournés vers leur flanc et ont attaqué les Francs sur leur côté exposé. Ces derniers, déjà engagés contre l'infanterie byzantine, sont incapables de faire face à leurs ennemis très mobiles positionnés sur leur flanc. La confusion a commencé à se diffuser parmi les troupes franques pendant que les Irules se lancent finalement dans la bataille. La plupart des Alamans périssent alors même que les pertes byzantines sont faibles. Même si le nombre exact de morts de chaque côté demeure un mystère, ce fut une écrasante victoire pour Narsès, le signe du triomphe final de l'Empire byzantin en Italie. En dépit de l'importance de la victoire de Narsès, la guerre n'est pas terminée. 700 Goths tiennent bon à Capsa, près de Naples, avant qu'ils ne capitulent au cours de l'année 555. Les terres et les villes situées le long du Pô étaient toujours aux mains des Ostrogoths et des Francs. Il a fallu attendre 562 pour que leurs dernières forteresses, les villes de Vérone et de Brixia, soient assujetties. Comme on l'a vu, la victoire de Narsès fut écrasante, permettant à Justinien de reconquérir l'Italie ostrogoth. Mais cette victoire ne fut pas facile pour autant. Avec la semi-trahison des Hérules, mais Narsès démontra son talent tactique et son bon commandement durant la bataille. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.